Bienvenue sur Philanthropio. Je suis Charlène Petit, entrepreneuse au service des marques caritatives et créatrice de Vitamine G, la newsletter qui vous apporte votre dose de générosité un samedi par mois. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais prendre un moment pour remercier mon partenaire Altrui. Altrui est une association digitale sans but lucratif ayant pour mission de promouvoir l'engagement associatif, notamment à travers l'organisation du Giving caritatif qui vient tout juste de prendre fin. Si vous êtes active ou actif sur LinkedIn, vous n'avez pas pu rater ça. Altrui organise aussi le Podcaston, un rassemblement de plusieurs centaines de podcasteurs francophones mettant à l'honneur un organisme à but non lucratif avec un appel aux dons. La 2e édition aura lieu du 25 au 31 mars 2024 et il se murmure que de nombreuses surprises se préparent. Philanthropio sera bien évidemment fidèle au rendez-vous. Tu es le nouveau Rockefeller, un philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils veulent changer le monde. Quelle drôle d'idée. Dans un esprit philanthropique. Vous pouvez répéter? Philanthropique. Philanthropique. Je voudrais un peu de pognon. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. » S'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message, en saisir tout le sens et la complexité en toute simplicité, découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent, écouter leurs histoires réenchanter le monde avec authenticité. Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Aujourd'hui, je reçois Pietro Mancini, aka le gars fiable, un super-héros un peu spécial. Parmi ses attributs, une cape et un super-pouvoir, celui d'aider les gens en panne de ressources et ce, à temps plein, une aide gratuite à la fois. Mais son histoire ne se situe ni hors du temps, ni hors du monde. Bien au contraire. Sa belle chaîne de beau, comme il l'appelle, il aspire à la construire ici et maintenant, dans une société qui a plus que jamais besoin de recréer du lien à l'autre. Là, vous vous dites, c'est bien beau tout ça, mais de quoi vit-il ? À part d'altruisme inconditionnel et d'eau fraîche. Eh bien, grâce à la générosité de la communauté, témoin des effets de ses pouvoirs extraordinaires. Pietro propose aux gens de le soutenir héroïquement, à partir de 1 $ par mois, afin de rendre sa mission viable sur le long terme et de la développer. Je vous propose sans plus attendre de découvrir son histoire. Bonne écoute! Salut Pietro! Bonjour Charlène! Écoute, bienvenue sur le podcast. Merci. Il y a quelques semaines, c'est toi qui m'interviewais sur les ondes de CKVL, en compagnie de Julie Châtelain pour parler de Philanthropio. Et cette fois-ci, c'est à mon tour de t'interviewer car il se trouve que tu es un peu le super-héros du bénévolat. Alors tu utilises tes super pouvoirs de bricoleur pour voler au secours des gens en panne de ressources. Tu vas nous expliquer ça dans un instant. Mais je vais pas trop m'attarder sur ta bio puisqu'en bon super-héros, tu dois maintenir ton identité secrète en tant que personne ordinaire dans la vie quotidienne. Alors je vais simplement révéler à nos auditeurs qu'avant de te lancer dans cette grande aventure du gars fiable, tu travaillais dans le monde du spectacle et plus précisément à la régie technique de spectacles d'humour. Puis la pandémie est passée par là et tu as perdu ton job. Donc, comme beaucoup de gens, tu as dû te réinventer à l'ère du Covid et aujourd'hui, on va parler de ta réinvention. Alors, j'avais envie de bâtir un peu cet échange autour des caractéristiques de super-héros. Donc, on va commencer par ton alter ego, parce que chaque super-héros a un alter ego. Et toi, c'est le gars fiable. Raconte-nous un petit peu qu'est-ce que tu avais derrière la tête à ce moment-là. Pourquoi le gars fiable? En fait, faut savoir, c'est ça, comme tu disais très bien, j'ai perdu mon emploi et je me suis posé la question... Qu'est-ce que je vais faire maintenant de ma vie? Parce que je croyais que c'était l'emploi qui allait me mener jusqu'à la fin de ma vie utile en tant que travailleur. Et puis, je me suis posé la question de différentes façons toute ma vie, comment je peux faire quelque chose qui me nourrit, qui m'épanouit. Puis je ne la trouvais pas la réponse. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce que je ferais si j'étais millionnaire? Donc, l'argent est là, j'ai plus besoin de m'inquiéter pour mes enfants, tout ça. Qu'est-ce que je ferais de ma vie? Et c'est là que j'ai décidé d'aider des gens parce que c'est ce qui est monté le plus vite et vivement dans mon esprit. C'est ce que je voulais faire. Au départ, je le faisais, pour répondre à ta question, sous le couvert de Pierre ou Pietro Mancini, parce que je suis connu sur les deux noms. Et sauf que ça rendait les gens confus, puis difficile à trouver. J'ai eu des mentions radio, aucun impact, tout ça. Puis c'est qu'à un moment donné aussi, dans un cheminement que j'avais fait préalablement au niveau personnel, j'avais eu à faire un sondage auprès de mon entourage, des gens qui me connaissaient depuis très longtemps comme des gens qui me connaissaient depuis très peu. Je leur demandais d'être franc et honnête. Puis la première question était à quoi on me reconnaît ou quelque chose comme ça. Et la réponse était principalement, t'es quelqu'un de fiable. T'es un gars fiable sur qui on peut compter. T'es quelqu'un sur qui on peut demander pour tout et rien. T'es toujours là, t'es toujours fiable. Fait que c'est là que l'idée de me présenter comme le gars fiable est arrivée.
En fait, c'est le fruit d'un repositionnement. Est-ce que tu t'es vraiment constitué un brand, comme on dit, avec un logo. J'ai même vu ton petit teaser vidéo là qui est excellent, dans lequel tu as fait appel à Spider-Man. Oui, qui est moi aussi en costume. Voilà. Donc c'est vraiment, en tout cas, c'est bien amené. Et en fait, tout est parti d'un message que tu as lancé le 5 mai 2021. Tu as fait un post sur les réseaux sociaux en disant, bon, le 31 mai, je perds mon emploi. Tout le mois de juin, je vous offre mon aide gratuitement. Qui embarque? Et puis, ce mois d'essai s'est transformé en 3 mois, puis ces 3 mois en année, puis ça fait 2 ans et demi maintenant que tu fais ça à temps plein. Oui, tout à fait. Alors justement, ta mission, c'est d'aider les gens en panne de ressources, de créer de la paix d'esprit et du bonheur, je te cite. Alors, en panne de ressources, ça ne veut pas forcément dire en manque de moyens. Exact. C'est important pour moi d'arriver là. Parce que, tu sais, nous, on est une famille, lorsqu'on a eu mon garçon, mon premier enfant, il est né avec un handicap visuel. On savait pas si ça allait être léger, l'autre, on était dans le néant. Et lorsqu'on nous a dit qu'on serait admissible à des crédits d'impôt, des subventions, de l'aide, tout ça, je me suis dit, mais nous, on travaille, là, on mérite pas ça, on arrive bien, là, c'est pas un souci, là, prendre soin de notre enfant, là, tu sais. Et on m'a fait comprendre, tu sais, que c'est pas qu'on le mérite ou qu'on le mérite pas, c'est qu'on est des humains avec un enfant qui va avoir peut-être des besoins particuliers, puis le temps qu'on va se consacrer à aller à une rencontre de plus qu'une autre famille ou à acheter quelque chose d'adapté ou quoi que ce soit, ben c'est couvert par ces services-là et que c'est pas une question de mérite ou d'être assez dans la misère ou pas dans la misère. Fait que j'ai voulu appliquer ça à mon offre parce que c'est pas juste les gens dans le besoin qui est selon moi une étiquette généralement péjorative que peut-être même les gens dans le besoin n'aiment pas s'attacher. Donc, je voulais que ce soit pour n'importe qui a comme je dis, une panne de ressources parce qu'une panne, ça peut être involontaire. En fait, c'est involontaire, ça peut arriver à tout le monde, c'est souvent temporaire. Il faut savoir que j'aide les gens une fois dans une journée et que je retourne pas à la même adresse, la même personne. Donc, c'est vraiment une panne qui va être souvent temporaire. La panne peut arriver à tous les statuts financiers, tout ça. Et c'est pour ça que je voulais garder ça vraiment large pour des raisons très humaines et sans jugement, surtout, sans étiquette, sans catégoriser les besoins des gens parce qu'on peut être fortuné. Une femme qui est veuve du jour au lendemain, elle peut être fortunée. Elle peut ne pas savoir qui faire confiance. Elle peut avoir eu des problèmes avec des anciens corps de métier ou employés ou quoi que ce soit. Et là, ben, de voir ce que je fais, ça lui donne confiance, ça la rassure et je peux aller l'aider. Elle, ce qu'elle va choisir de faire après, c'est de contribuer ou non. Mais j'ai jamais tombé sur des gens en 2 ans et demi qui ont profité au sens négatif de mon service. D'accord. En même temps, le fait de venir qu'une seule fois, ça limite aussi les abus. Aussi. Ça a été pas nécessairement réfléchi. On en parlait un peu tantôt, c'est action, réaction, réajustement. Donc, le une fois au départ était simplement, entre autres, pour pas être abusé, pour pas, puis pour pouvoir étendre l'aide et le service là, réellement à plein de gens. Mais aussi, c'est devenu que ça évite que les gens puissent se dire, je vais le faire venir pour tout et rien. Alors, tes super pouvoirs. Qu'est-ce que tu offres comme aide? En fait, j'aime dire que je suis une alternative aux gendres, petits-fils, beaux-frères, amis, femmes fortes de vos vies. Donc oui, je suis quelqu'un, mes super pouvoirs, mettons, la fiabilité, évidemment, c'est elle que je porte le plus fièrement. Mais aussi, tu l'as dit en intro, je suis une personne normale. Tu sais, je suis une personne tout à fait normale ce que je fais est accessible à beaucoup, beaucoup de gens. Tu sais, beaucoup de gens pourraient porter la cape, beaucoup de gens pourraient faire ce que je fais, puis c'est ça que je trouve le fun aussi, puis que j'essaie d'inspirer, justement. Mais c'est des travaux ménagers de toutes sortes. Fait qu'un autre super pouvoir, c'est que j'ai pas d'orgueil. Tu sais, tu me fais faire ce que tu veux, tant que je sais que ça a un impact, puis que c'est pas de l'abus, justement. Sauf la bouffe. C'est ça. J'ai des compétences que je ne possède pas, notamment comme la nourriture, tout ce qui est de la peinture, sablage, joint, des trucs un peu plus artistiques, tu sais, ou comment on pourrait dire aussi, pas aléatoires, là, mais qui sont pas très cartésiens, là, qui sont pas carrés. Là. Donc ça, j'ai plus de difficultés, donc je l'offre pas. Tout ce qui tient dans une journée aussi, donc ça doit prendre moins de 7 heures parce que je suis là normalement entre 9h et 16h. Selon la distance. Faut que ça soit des trucs légaux. Donc, je peux pas faire d'électricité, de gaz. C'est les 2 choses au Québec qu'on n'a pas le droit de toucher personne. Et ça, les gens sont rarement au courant. Ils pensent que les 4 murs m'appartiennent, c'est mon terrain, j'ai le droit de faire ce que je veux. Malheureusement, pas pour ces 2 disciplines-là. Donc, la plomberie non plus? La plomberie, c'est légal. On peut faire tout ce qu'on veut en plomberie. Par contre, moi, j'y touche presque pas parce que je trouve que les dangers sont beaucoup plus importants
que le reste. Parce que j'ai appris dernièrement que la raison pour laquelle l'électricité et le feu, c'est interdit, c'est parce qu'il peut y avoir des morts si on fait une gaffe, s'il arrive un accident. La plomberie, tu peux faire des milliards ou des millions, des milliers de dollars en dommages, mais c'est rare que quelqu'un va mourir à cause d'un problème de plomberie. Le pire qui va t'arriver, c'est que tu vas installer ta baignoire toute croche, quoi. Oui. Ben en fait, non, le pire, c'est que l'eau peut se disperser partout, faire pourrir, nécessiter énormément de travaux. Fait que c'est pour ça que je touche presque pas à la plomberie. Ça va être des trucs très minimes comme, mettons, justement, changer un robinet, des trucs comme ça, parce que c'est vissé, dévissé, les trucs sont faits pour ça. Je suis capable, mais j'irai pas jouer dans la plomberie esthétique, là, pas esthétique, mais le plastique, là, on coupe, on mesure, on met la pente, on met l'angle. Non. Si ça se visse, ça se dévisse, il y a des bonnes chances que j'y touche. Sinon, ça peut être assemblage de meubles, ça peut être installation de cadres au mur, des choses comme ça, ou d'armoires au mur, solidifier des trucs, réparer des trucs quand je peux m'y mettre. Ça peut être des travaux extérieurs aussi, donc soit des herbages, des choses comme ça. J'ai pas beaucoup le pouce vert, mais si on me guide, l'idée, c'est ça aussi. On revient à si les gens l'ont déjà été capables et c'est l'âge, la maladie ou quelque chose qui les empêche de le faire, si on me guide, je suis ouvert à apprendre. C'est un autre de mes super pouvoirs, c'est que je suis très vite à apprendre les choses, polyvalent, débrouillard, audacieux aussi. Donc souvent, je dis aux gens, je l'ai jamais fait. Est-ce que vous me permettez de voir les tutoriels et de me sentir, de vous dire si je me sens confiant ou non? Si la personne a dit oui, absolument, je dis, je me sens confiant, on le laissait. Si ça n'a pas d'impact, que je réussisse pas, évidemment, je ferai pas un trou dans un mur, laisser ça là, puis dire, finalement, je suis pas capable, vous avez un nouveau regard sur votre salon. Mais si je m'en sens capable, il y a des bonnes chances que j'y essaie, puis que ça aille jusqu'au bout. Alors, comme tu accèdes à l'intimité des gens, j'imagine que tu dois être témoin aussi de situations difficiles, comme par exemple la solitude des personnes âgées. Est-ce que tu offres aussi un soutien émotionnel? C'est pas quelque chose que je vais offrir, mettons, d'emblée avec assurance. Par contre, mon cheminement personnel, mon ouverture, mon non-jugement, puis mon humanité, si je peux dire ça comme ça, font en sorte que les gens, vite, vont me faire confiance, vont s'ouvrir, vont me partager des choses, vont être émotifs, ça arrive très souvent. Une des raisons aussi, je pense que ça peut fonctionner pour eux ou que ça se prête à ça, c'est qu'ils comprennent que pour moi, les vidéos, les trucs que je mets en ligne, de chaque aide que j'offre, c'est pas du sensationnalisme, c'est pas pour mettre de l'avant des histoires terribles, puis leur vécu, puis leur drame. Ils ont toujours le choix, je veux dire, d'être visible dans la vidéo et ou entendu et ou rien. Et c'est toujours respecté. Donc, lorsque je mets une vidéo, si le témoignage est là, la personne a bien voulu. Si elle n'a pas voulu témoigner, des fois dans la journée, j'ai capté des moments de joie, d'euphorie ou des moments plus tristes. Tout ça, je leur demande toujours la permission. Fait que j'ai été longtemps au service à la clientèle, presque toute ma vie. Donc, je pense que aussi le fait d'avoir été au service à la clientèle veut pas. La communication avec les gens, prendre la confiance des gens, les conseiller ou les soutenir comme ça, ça va de soi. Puis, si quelqu'un voudrait aller prendre un café juste pour parler, je suis tout à fait d'accord de le faire. Je suis juste pas un professionnel de l'aide, là. Ça, c'est certain au niveau psychologique ou quoi que ce soit. Alors toi, tu pratiques la forme la plus pure de l'altruisme, puisque ton aide est inconditionnelle, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de case à cocher en termes de revenus, de difficultés dans la vie, etc. Alors on va parler justement de ton archétype, qui est mettre en lumière l'altruisme et rendre ça cool, surtout. Qu'est-ce qui motive ton altruisme? Est-ce que c'est ton éducation? Est-ce que c'est culturel? Puisque, bon, tu as des racines italiennes, disons méditerranéennes, donc j'ai cru comprendre que c'était une communauté plutôt tissée serrée. Qu'est-ce qui motive ton altruisme? Oui, c'est un peu tout ça. À vrai dire, comme tout le monde, puis tu sais, on disait tantôt super-héros, tout ça, on va sûrement en reparler. Il faut savoir que le super-héros, au début, j'appelais ça héros d'un mois parce que c'est comme ça que je me sentais, vu que c'était comme un truc d'un mois temporaire, j'assumais. Par la suite, le mot héros et tout ça est disparu totalement. J'étais habillé en vêtements commandité Big Bill, etc. Le super-héros, c'est seulement depuis le 5 mai 2023 qu'il est revenu en force avec le nouveau branding, le costume et tout. Puis c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'effectivement, c'est que moi, toute ma jeunesse, j'ai aimé, j'ai adoré les super-héros, j'ai admiré ça et tout. Puis j'ai toujours porté en moi cette espèce de lien-là avec cet univers-là. Donc oui, je dois assumer que c'est un petit côté ludique, enfant, super-héros.
Et aussi mes racines italiennes, tout à fait, comme mettons, on soupait ensemble toutes les semaines. Mais là, souvent, il y avait des nouvelles personnes. On sait pas trop si c'est de la famille, des cousins. Tout le monde s'entraidait sur comme 4 coins de rue. On pouvait faire confiance à tout le monde. On pouvait se promener, se balader, les cousins ensemble, les voisins ensemble. Fait que tout ça, ça fait partie de mes racines. La générosité, les Italiens, c'est les gens les plus généreux que je connaisse. Puis, justement, malgré qu'ils crient fort, qu'ils parlent fort, qu'ils s'obstinent tout le temps, il y a toujours l'amour et la bienveillance qui est là, tu sais, puis le non-jugement, puis le respect des choix des autres. Puis le pourquoi aussi le faire comme ça, ben c'est pour, je pense que ça faisait partie de ta question, mais d'inspirer les gens, de le montrer, ben c'est justement pour que peut-être toucher la corde sensible ou allumer l'étincelle de quelqu'un qui porte ça, de dire il y a différentes façons maintenant de le faire, c'est cool de le faire, c'est cool de le montrer, c'est pas pour se faire dire bravo, c'est pas pour se faire dire t'es donc bien beau, t'es donc bien fin, c'est simplement que les gens ont besoin de savoir que ça existe autant, sinon plus, que les arnaques puis les choses négatives, qu'il y a des bons humains, qu'il y a des gens qui font des belles choses, puis qu'il y a des gens que les bottines suivent ou même vont plus loin que les babines dans certains cas. Moi, j'aime dire que je suis un gars de bottines, alors que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont de babines puis on les voit pas leurs bottines. C'est intéressant ce que tu dis par rapport au fait de le montrer, parce qu'il y a quelque chose qui relève du mimétisme. Ça a été prouvé, hein. Plus on est exposé à des comportements altruistes, plus on l'est soi-même. D'un autre côté, est-ce que tu n'as pas l'impression que ça va être un peu long de fédérer autour de ta mission, on va dire, bisounours malgré les allures de super-héros? Et je me permets cette question parce que je suis moi-même dans cette problématique avec le podcast. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est en concurrence en permanence avec du divertissement, avec le culte de soi aussi. Les gens, quand ils se réveillent le matin, ils se disent pas « Tiens, qu'est-ce qui se passe sur la planète philanthropie ?» tu vois. Non, ils se demandent comment je peux être un meilleur entrepreneur, etc., etc. Donc, c'est pour ça que je me permets de te poser la question parce que est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses? Autant que ça va prendre pour convertir à l'altruisme? Oh mon Dieu. Non, justement, puis c'est peut-être une des choses qui fait que ça avance pas aussi vite que ça pourrait, ou peu importe, c'est que je savais que je me battais, entre guillemets, contre quelque chose de gros, que j'allais à contre-courant. Je ne pense pas à ça. Si depuis 2 ans et demi, il n'y avait pas une évolution constante, j'aurais peut-être baissé les bras. Il y a toujours soit un nouveau média traditionnel, un nouveau podcast, une nouvelle communauté de gens qui me découvrent. J'ai toujours des nouveaux souteneurs. Je voulais dire supporters, mais c'est pas le bon mot en français. Donc, j'ai de nouvelles personnes qui soutiennent, qui contribuent, qui deviennent des maillons de ce que j'ai appelé la belle chaîne de Beau, dont toutes mes actions sont basées un peu là-dessus. Puis ce que j'invite les gens à faire, c'est de contribuer de cette façon-là. Donc, toujours des nouveaux. Donc, le pourcentage versus les gens qui m'ont découvert ou connu, qui se comptent par dizaines de milliers, est très minime parce que j'ai peut-être 1% de ceux qui sont devenus contributeurs. C'est en partie probablement à cause du marketing, du message, le fait que je divertis pas assez, des trucs comme ça contre lesquels je me bats, effectivement. Mais c'est là. C'est là, c'est de plus en plus là, toujours là. Et mon but, c'est pas d'y arriver le plus rapidement possible, c'est d'y arriver d'une façon durable, de créer vraiment une nouvelle voie pour justement tous ces jeunes qui sont confrontés à toujours des cours en marketing, des cours en mieux-être, mais que ça part tout de soi, alors que d'aller vers les autres, faire des choses pour les autres, puis faire des bons gestes, ça devrait avoir autant de coolness, tu sais, puis être aussi populaire que faire une blague ou faire un stunt ou un prank en bon français. Donc, c'est ce que j'essaie de faire. Ça s'est pas nécessairement fait de ce que je sais de cette façon-là. Fait que je suis très patient. On peut avoir un impact sur un petit groupe de personnes et c'est correct. Enfin, je veux dire, l'idée, c'est si tu arrives à ne serait-ce qu'avoir cette petite étincelle, enfin un impact dans la vie de 1000 personnes, je pense que quelque part, tu réussis ton pari, quoi. Parce que ces 1000 personnes-là, elles vont à leur tour promouvoir des comportements altruistes. Finalement, c'est un peu ça le sens de la belle chaîne de Beau. Parle-nous un petit peu de ça, de ce concept de la belle chaîne de Beau. Comment tu l'entrevois en fait? Comment ça s'incarne dans ton projet? De tellement de façons. Tu sais, aujourd'hui, je suis ici grâce à la belle chaîne de Beau. En ce sens que des gens qui croient en moi m'ont fait découvrir des gens qui avaient des valeurs similaires puis qui font en sorte qu'on s'est rencontrés et tout, tu sais. Je suis à la radio parce que des gens ont cru en ce que je faisais. Donc, tous les petits gestes, tous les partages ou les mentions ou les « Hey, t'as-tu vu ce gars-là, qu'est-ce qu'il fait? » C'est toute la belle chaîne de Beau dans un sens.
Dans un autre sens, c'est aussi les gens qui contribuent. Donc, comme je disais tantôt, les maillons, c'est-à-dire les gens qui soutiennent à partir de $1 par mois. C'est tout ce que je demande encore là, parce que c'est pas le marketing puis l'argent qui m'intéresse, c'est la quantité d'humains qui vont soutenir ce projet-là puis leur permettre d'avancer puis de rayonner. Donc, c'est un peu tout ça, la belle chaîne de beau. C'est chaque action, chaque personne, chaque geste, chaque dollar investi dans quelque chose qui nous amène vers quelque chose de plus beau. Puis un mot que j'ai découvert dans ton podcast d'ailleurs, que je vais me permettre d'utiliser à l'instant, c'est le protopiste. Je me considère protopie. Fait que oui, tu disais 1 million de personnes versus 10 millions, ou peu importe. Les gens que j'impacte, je les impacte pour vrai. Et c'est mieux que si je les avais pas impactés, même si des fois ça peut être considéré minime ou pas assez, ou peu importe, par les gens qui peuvent être détracteurs de l'idée ou quoi que ce soit. Puis j'ai des belles histoires comme celle qui me marque le plus, que je répète souvent, c'est j'ai une personne que j'ai aidée qui a ensuite réalisé que sa voisine d'en bas était une mère monoparentale qui faisait tout à pied. Et elle a une voiture, cette dame-là, qui dans son garage, qui ne sert pas, ou dans la rue, qui ne sert pas la moitié du temps. Donc, elle a décidé d'assurer une étrangère, sa voisine, sur sa voiture pour lui permettre de l'utiliser. Elle a donné un des clés, elle a dit « Tu vérifies si je suis là, si j'en ai besoin, et sinon, elle est à toi autant qu'à moi. » Fait que ça, c'est quelque chose que peut-être la personne n'aurait jamais fait si je n'avais pas été chez elle, humblement. C'est ce qu'elle m'a partagé elle-même après mon passage. Tu leur donnes les clés de l'altruisme. Allez, débrouillez-vous maintenant. Aidez-vous. Oui, exactement. Puis, tu sais, faire une parenthèse avec, je sais pas si on en aurait parlé, mais l'entraide, on en avait parlé suite à ton passage à la radio. Je vais jamais enlever la noblesse à l'entraide. Par contre, moi, de mon expérience récente et humble, j'ai trouvé une faille à l'entraide dans ce que moi je propose aux gens. C'est que la plupart des gens que j'ai aidés sentent pas qu'ils ont quelque chose à donner en retour, alors que l'entraide, c'est souvent un mécanisme à deux parties. La plupart des gens que j'ai aidés, soit l'ont fait par témoignage ou soit l'ont incarné, que sont tellement contents de recevoir sans contrepartie nécessaire de leur part parce que ils sont pas dans une position où ils sentent qu'ils sont capables d'offrir quelque chose. Des fois, ça peut être vrai temporairement, ça peut être vrai mentalement, alors qu'on sait tous que écouter quelqu'un, c'est contribuer, etc. Fait que tout le monde peut entraider ou aider, mais dans le sens de la vie de courante, des fois, les gens sentent qu'ils n'ont rien à donner en retour. Fait qu'elle est là un peu la béquille de l'entraide, si on veut, pour moi, et que l'offre sans rien attendre en retour, l'altruisme, justement, donner sans rien attendre en retour, ça a sa place, ça devrait être encore plus cool et mis en lumière et en valeur et dans les hautes sphères des valeurs, parce que, de toute façon, ça va donner de l'entraide un jour ou l'autre, j'en suis persuadé. Alors donc, il y a la belle chaîne de Beau, il y a tes chroniques radiophoniques, donc tous les 15 jours, aux côtés de Julie Châtelain sur CKVL, et la création d'un groupe Facebook aussi, qui s'appelle la belle chaîne de Beau, la communauté. Oui, belle chaîne de Beau, la communauté. Ok. Oui. Et donc, c'est ça finalement qui distingue ton groupe de tous les groupes d'entraide qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, parce qu'il y en a beaucoup. D'ailleurs, ça me fait penser à une chose. Pendant la Covid, on a vu apparaître la tendance du caremongering. Je sais pas si tu as entendu ça. Non, j'ai entendu le terme, mais je pourrais pas le définir. En fait, c'est en opposition à scaremongering, qui signifie alarmisme un petit peu en temps de crise. Okay. Donc, ça fait référence plutôt à des actions positives, de solidarité en période de crise. Typiquement, pendant la Covid, les personnes âgées étaient hyper fragiles, elles pouvaient pas faire leurs courses, etc. Donc, il y a eu ce mouvement qui s'est créé sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça que je te demandais un petit peu en off qu'est-ce qui te distinguait finalement de l'ensemble de ces groupes, mais quelque part tu y as répondu puisque tu as identifié cette faille-là. Dans ce dispositif d'aide sans contrepartie, il y a quelque chose qui s'échange. Je veux dire, ça peut être une écoute, ça peut être un sourire, ça peut être juste sentir que la personne nous considère, qu'elle nous regarde, etc. Enfin, tu vois, c'est quelque chose qui relève du symbolique, là, de l'intangible. Quand on reçoit de l'aide. Et puis moi la première, tu vois, je pense à une voisine en particulier qui nous a beaucoup rendu de service, un prêt de poussette en voyage, elle va garder mon fils quelques heures, etc. Et là, tu vois, maintenant j'ai de la difficulté. Pourtant, je lui ai proposé, je lui ai dit, bon, quand est-ce que vous allez vous faire votre souper en amoureux ? On est là, on est prêt, on vous garde votre fille, etc. Mais ça n'arrive pas. Donc, tant que ça n'arrive pas, et j'en parlais pas plus tard qu'hier à mon conjoint, je disais... Je me sens pas prête à la ressolliciter à nouveau parce que je veux être en mesure de rendre avant. Et c'est comme si j'avais une dette, que j'étais en déficit
Donc toi, comment tu arrives finalement à travers ton groupe communautaire à faire passer cette idée-là? Comment déjà, est-ce que c'est toi qui gères ce groupe-là? Est-ce que les gens se gèrent en autonomie? Est-ce qu'il y a combien de membres? Comment ça fonctionne un petit peu? Transparence totale, il y a environ 350 quelques membres. C'est, on va dire, très autogéré. Le groupe, je l'ai créé pour répondre à un besoin qu'on me soumettait souvent de gens qui voulaient participer à la belle chaîne de Beau, non pas avec des dons, mais bien des actions ou des gestes, des choses comme ça. Moi, dans le temps que j'ai, dans l'énergie que j'ai, dans le focus de la mission, je peux pas tout gérer ces autres contreparties de la mission. Donc, j'ai créé le groupe pour que les gens se retrouvent et s'offrent ça entre eux. Tu sais, je peux pas gérer du capital humain d'un tel veut aider une telle, j'ai pas vérifié ses antécédents, tout ça. Donc, si je l'envoie là, il se passe quelque chose, tu sais. Bon. Fait que là, j'ai créé le groupe pour que les gens puissent s'aider, s'offrir de l'aide ou demander de l'aide ou même partager des gestes qu'ils font. Je voulais aussi offrir un espace sécuritaire aux gens pour dire « Hey, moi, aujourd'hui, toute la journée, là, j'ai décidé de tenir la porte puis faire des sourires au centre d'achat. » Tu sais, genre, je veux que les gens fassent ce genre de gestes-là et qu'ils le partagent. Donc, sur peut-être 10 demandes que j'ai vues passer dans, mettons, la dernière année, il y en a peut-être 3 ou 4 qui se sont répondues. Mais peut-être qu'elles se seraient répondues ailleurs, peut-être que non. Alors, tu aspires aussi à donner des conférences sur ton cheminement dans le bénévolat. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Aspirer à, c'est un grand mot parce que j'ai jamais pensé que je ferais ça. Une des raisons pourquoi j'ai pas été accepté au cégep quand j'étais jeune, c'est parce que ma note d'oral français, c'était pas assez bon parce que je refusais de faire des oraux pour parler devant les gens. C'est assez ironique que je me retrouve là, que ça se pourrait que ça arrive. En fait, c'est quelqu'un qui fait ça dans la vie, entre autres, vendre des conférences, qui m'a approché pour me dire, je veux pas te vendre mes services, je veux juste que tu saches que ton histoire se transforme bien en conférence. C'est une histoire inspirante qui peut avoir de l'impact. Donc, je t'invite à considérer, si c'est pas déjà fait, d'arriver à une conférence à un moment donné dans ton parcours. Ben moi, j'ai relancé la balle. J'ai dit, moi, c'est pas une de mes aspirations, c'est pas un de mes talents, j'ai un sentiment d'imposteur énorme dans ce domaine-là. Donc, est-ce que tu voudrais m'accompagner à arriver à une conférence? Et elle a accepté. Donc, elle a mis la main à la pâte à certains égards avec ses talents. J'ai commencé à écrire mon histoire et éventuellement, ça sera effectivement une conférence qu'on peut techniquement déjà acheter, mais qui, en toute transparence, n'est pas encore fini d'écrire. Pas que je veux romancer, je veux juste pas m'éparpiller et aller dans toutes sortes de directions inutiles. J'essaie de rendre ça concis, impactant et tout. Parce qu'au final, ma grande mission, c'est d'inspirer les gens. Et ces conférences, elles seraient destinées à qui? Ça pourrait être dans les OBNL. C'est pour les bénévoles, leur donner un sentiment peut-être, ou le faire voir un côté que peut-être des fois ils voient pas parce que le bénévolat, c'est c'est un modèle d'affaires, mais qui existe depuis tout le temps, il y a de moins en moins de jeunes, tout ça, on le sait, c'est plus les personnes âgées. Donc, réinculquer un coolness là-dedans, si on veut, leur donner un sentiment de contribution. Ça peut être dans les entreprises aussi, pour dire aux gens, oui, peut-être que la job que tu fais en ce moment, c'est pas ta job de rêve, tu te voyais ailleurs ou quoi que ce soit, mais si tu l'as fait avec un sentiment de contribution à l'entreprise, à l'organisation, à tes clients, à ton patron, à ton équipe, bien, il y a beaucoup plus de chances que tu en sortes heureux, épanoui, nourri de ta journée que si tu y vas juste pour l'alimentaire puis ta fin de semaine en bateau. Les écoles aussi, évidemment, pour commencer jeune, l'éducation à l'altruisme ou l'inspiration plutôt, là, je suis pas placé pour éduquer personne, mais pour inspirer les jeunes justement à être altruistes, tout ça, parce que les jeunes aujourd'hui ont quoi comme modèle pour faire de l'argent? Prendre leur téléphone, faire des niaiseries ou prendre leur téléphone, être créateur de contenu dans des aspects divertissants, plus ou moins impactants, tout ça. Il y a du beau, il y a du bon qui se fait, mais c'est un talent en soi. Je suis pas le meilleur créateur de contenu, mais je pense que si les jeunes ils ont un appel vers la création de contenu, mais qu'en plus ils en font quelque chose d'impactant, de bien, de concret dans la société, pourquoi pas leur donner l'exemple que ça se peut. Ça se peut faire du bien en étant créateur de contenu, en ayant du succès, puis etc. T'sais. J'avais envie de te demander, est-ce que tu te perçois plus comme un bénévole ou un entrepreneur? Ou les deux? Je vais dire un bénévole qui aspire à être entrepreneur parce que faut savoir que depuis 2 ans et demi, ce projet-là n'est pas du tout viable. J'ai fait appel à des ressources qui ne m'étaient pas visibles ou qui n'étaient pas prévues pour ça jusqu'à temps que j'embarque et que la vie me retourne tellement de beaux cadeaux, justement. Karma, belle chaîne de beau, peu importe comment on va appeler ça. Donc, jusqu'à présent, je survis, je suis pas endetté à proprement dire. Par contre, ce n'est pas viable et de mois en mois, je m'en vais vers des mécanismes d'endettement. Donc, je peux considérer que je suis un bénévole à cet égard-là. Pourquoi je vise d'être entrepreneur? Ben, c'est qu'évidemment, j'aspire premièrement à atteindre la phase 1 qui est de faire mes frais de vie,
mes 2 enfants, ma blonde, notre logement, elle me fait pas vivre, elle fait sa part, je fais ma part, tout ça, c'est prorata, il n'y a pas de problème. J'aspire à faire mes frais, ensuite pouvoir réinvestir dans l'impact, le rayonnement pour pouvoir ultimement, phase ultime, qu'on soit plusieurs à le faire selon nos propres termes et conditions à travers la province, le monde, n'importe, mais qu'il y ait vraiment des gens impliqués dans offrir des services gratuits, tout simplement. J'aimerais ultimement avoir justement le Uber Eats de l'entraide. Donc, la personne déménage, est géolocalisée, elle a besoin d'installation de pôle à rideaux et de nettoyer un frigo dans les 2 prochaines semaines. Bien là, il y a quelqu'un qui s'est inscrit sur l'application pour dire « Moi, je peux offrir tel et tel type de service ». Il y a un match et là, la personne se présente de façon fiable pour aller faire l'aide gratuitement. Puis tout ça, ben c'est selon chacun ses implications, ses termes et de façon altruiste. Super. Mais en France, on a un terme pour ça. C'est assopreneur. D'ailleurs, je salue Claire Ribouillard et Chloé Eloué qui ont inventé cette appellation en France. Et je trouve qu'elle te caractérise bien. Un assopreneur, c'est un entrepreneur en association ou en organisme à but non lucratif parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes statuts. Mais c'est une personne qui entreprend en défendant en fait une cause et qui a envie pour se consacrer à 100% à son impact. Ça m'a fait penser à toi parce que je trouve que ça te représente bien. On va parler de ton costume maintenant de super-héros. Donc un costume qui est assez original. Est-ce que tu veux nous en dire un petit mot? Oui, bien en fait, c'est comme je dis, c'est que moi avant j'étais le gars fiable, mais en tant que juste moi-même, si on veut, habillé avec des vêtements de travail qui m'avaient été fournis quand j'ai fait une approche audacieuse à la compagnie Big Bill, qui n'est plus nécessairement mon partenaire officiel, mais je porte encore leurs vêtements et tout. Donc je suis très reconnaissant de cette grande quantité de vêtements qu'ils m'ont offert gracieusement. Mais ça n'avait pas le rayonnement, l'impact, tout ça. Puis à un moment donné, je sentais que mes aptitudes justement d'entrepreneur, de marketing étaient limitées. Fait que j'ai fait une formation comment faire, que ma blonde connaissait déjà la personne et compagnie, Mélanie Fortin pour pas la nommer. Et c'est elle qui m'est revenue avec l'idée, « Hey, j'ai vu ce que tu as fait dans le passé, héros d'un mois, tout ça, tu es en Spider-Man quand tu as annoncé ça. Pourquoi tu serais pas en super-héros pour continuer ta mission? » Je dis, oui, mais non, mais tu sais, là, j'avais peur un peu des jugements et tout. Puis après ça, je me suis dit, je vais pas arriver chez... Parce qu'il faut savoir, moi, quand je vais chez les gens, oui, il y a le contenu, tout ça, mais l'impact principal que je vais avoir, c'est les aider. Fait que je peux pas perdre de temps à soit faire des tutoriels, expliquer ce que je fais, puis je peux surtout pas arriver à dire, je vais faire une intro en héros, puis là, après ça, je vais me changer parce que c'est du spandex, puis je peux rien faire en spandex, puis après ça, aider madame, puis avoir perdu 30 minutes dans ma journée. Donc, quand ça a fait son chemin, puis j'ai dit, OK, j'accepte le costume de super-héros à une condition, il doit être fonctionnel, il doit m'aider, il doit servir à la mission et non pas lui nuire. Et c'est là que j'ai eu l'idée de la cape rouge, c'est emblématique, mais pourquoi pas prendre une cape qui est aussi une couverture de protection, une couverture de déménagement pour protéger les sols, les meubles, ces choses-là quand je les travaille ou quand je les couche ou quand je me promène avec mes valises. Pourquoi pas avoir un harnais, parce que je suis toujours en train de monter, descendre dans une échelle, tu sais, drill, tournevis, vis, installer une pôle à rideau, redescendre, remonter. Là, j'ai un harnais, je peux attacher mes outils, je peux mettre des trucs qui sont magnétiques aussi, les mèches, tout ça. Donc, c'est vraiment un costume qui est appelé à évoluer, mais surtout à frapper l'imaginaire et à servir, tout simplement. Fait que ma cape, elle est magnétique. Fait qu'elle se met et elle s'enlève en un clin d'œil. Donc, il n'y a pas d'impact de temps ou quoi que ce soit. Puis ça fait très aussi, justement, le super-héros BD. On pense à, tu sais, Doctor Strange. Il enlève et il met sa cape quasiment tout seul parce qu'elle est omnisciente, là, elle est vivante. Mais moi, c'est vraiment ça. Ça n'a pas d'impact, ne serait-ce qu'améliorer et accélérer le service que j'offre. Est-ce que tu as des adversaires ou des ennemis? Pas encore. Je me suis dit un jour que ce serait une de mes peurs si j'avais, tu sais, si je suis un super-héros, ça prend un super-vilain. Je vais pas le créer en mots. J'ai des idées de comment ça pourrait se produire, mais non. En gros, mon premier ennemi, c'est moi-même, tu sais, dans le sens que j'ai, dans beaucoup d'aspects de ce projet-là, atteint la limite de mes propres compétences, mes propres capacités. Pas chez les gens, mais dans tout le reste. Marketing, entrepreneuriat, tout ça, création de contenu, réseaux sociaux. Donc ça, c'est mon premier ennemi. Sinon, tu sais, j'ai des gens qui veulent bien faire, qui doutent ou quoi que ce soit. Je les considère pas comme des ennemis. Je l'ai déjà dit à la radio. Moi, il y a quelqu'un qui m'inspire beaucoup, qui a déjà dit qu'il n'est pas motivé à faire ce qu'il fait. Ce qui le motive, en fait, c'est carrément ses peurs. Il y a une liste de peurs auxquelles il ne veut pas succomber. Fait que moi, les gens qui ne croient pas en ce que je fais, ça me fait peur de leur donner raison, entre guillemets. Fait que ça me motive davantage à continuer. Puis je veux pas attaquer personne. Je comprends que c'est audacieux. Je comprends que c'est « je vous demande une pièce par mois, vous savez pas je suis qui, etc. » Mais
mon ennemi principal, c'est ça. C'est la méfiance, l'incrédulité, tout ce qui s'est fait de mal, d'arnaque, que les gens se sont fait avoir. Ben ça, c'est mon ennemi principal. C'est un peu paradoxal parce que on est quand même dans une société avide de gratuité. Enfin, on le voit bien, contenu gratuit. Les gens sont prêts à laisser leur courriel à tout va. Et d'un autre côté, tu cites cette méfiance, donc il y a un peu un... Ben, je pense que justement, dans tout ce qui est présentement offert gratuitement, il y a souvent quelque chose à vendre par la suite. Moi, je le dis d'emblée, les gens que j'aide me doivent rien. Les gens qui me donnent $1 par mois, je leur dois rien. J'aimerais ça, là, un sentiment d'appartenance, une mention, quoi que ce soit. Je pourrais avoir une page que les gens choisissent de lister leur nom, ils apparaissent comme un maillon. Tout ça, c'est des choses qui pourraient être faites. Mais ce que je veux interpeller chez les gens, c'est le fait de donner, justement, sans rien attendre en retour. Puis moi, si j'étais millionnaire, je serais probablement en train de faire ce que je fais sans rien attendre en retour des gens du $1, $2, $3 par mois, parce qu'il y a un genre de petit paradoxe là aussi. Sauf que l'idée, c'est que si les gens donnent sans rien attendre en retour, moi, j'aide parce que j'ai ça qui me soutient. Je veux dire, tout le monde est gagnant parce que les gens, justement, vont aller chercher ce sentiment-là eux-mêmes de contribution, de bonheur, de bien-être. Ils vont y goûter parce que la philanthropie, le don, etc., ça apporte du bonheur, ça aussi, on le sait. On va parler à présent de ce qui constitue pas encore une équipe ou une ligue, puisque ça, c'est la phase 2. Mais on peut parler quand même de tes sponsors. Je pense que c'est le moment d'en parler parce que tu n'es pas complètement tout seul dans cette aventure. Absolument. Tu as quand même des soutiens. Oui, exactement. Donc, moi, les gens qui sont actifs, j'aime ça appeler ça la famille fiable. Donc, les gens qui font partie de la famille fiable. J'en ai eu dans le passé des ponctuels. Tu sais, je veux remercier mon ami Étienne Dano, l'humoriste, entre autres, qui était là dès mes tout débuts, qui m'a bien aiguillé parce que, bon, il a fait ses études, tout ça en marketing, en humour, tout ça en impact. Sans lui, je pense que le projet serait pas né. Mais activement, il y a des gens aussi qui me soutiennent. Donc, il y a une personne qui ne veut pas être nommée, parce que justement, elle le fait par sentiment de contribution pur et simple, qui, depuis le mois d'avril, prend en charge toutes mes dépenses d'essence liées à ma mission. Donc, je ne paye plus une goutte d'essence. J'ai une personne qui est active, qui m'aide à tous les mois à mettre à jour ma base de données, ma base de contacts, les gens qui vont recevoir les dates pour prendre un rendez-vous d'aide, etc. J'ai une personne qui m'aide à toutes les semaines, on se parle quelques minutes, juste pour me craquer et me motiver à croire énormément à ce que je fais. Donc, son énergie, Caro. Marie-Pierre de l'agence Deuxième Tête, qui prend des tâches en charge, elle me donne 2 heures par semaine, donc Marie-Pierre de l'agence Deuxième Tête. Et Caro Dubois, qui pas nécessairement qui a des services à vendre, mais qui prend le temps de me parler toutes les semaines pour me craquer, me motiver. Et aussi, qui prend toutes mes long forms, là, mes vidéos plus longues, comme mon événement du 5 mai lorsque j'ai dévoilé le super-héros, où est-ce que j'étais sur scène, puis que je parlais à des gens qui étaient sur place. Elle va prendre éventuellement des entrevues télé, tout ça, et elle va en faire des vidéos courts, un peu à la manière des réseaux sociaux, donc c'est complètement bénévole. Fait que ça aussi, ça a un grand impact. J'ai André-Anne, que tu as vu à la radio quand tu étais là, toi, je pense, ou pas. Mais bref, c'est André-Anne, c'est coach voix sonorité. Donc, elle m'aide beaucoup, justement, avec tous les messages, tout ça, comment que je... pas que je m'exprime, mais des fois, quand j'ai de la misère à m'exprimer ma pensée, elle peut m'aider avec ça. Elle me soutient énormément. Elle m'a soutenu dans des rendez-vous importants aussi, avec soit des commanditaires potentiels, des choses comme ça. Donc, c'est très soutenant. J'ai la compagnie Pur Bio, les produits, les savons. Donc, eux, on peut commander en ligne avec le code PURGOFIABLE et ça me donne une ristourne à la belle chaîne de Beau. Puis encore là, tu vois, ma mentalité très puriste, les gens aussi reçoivent un cadeau quand ils commandent avec mon code, mais je le mets pas de l'avant parce que je veux pas que les gens y aillent pour leur cadeau, je veux qu'ils y aillent pour donner à la belle chaîne de Beau. Donc, si vous achetez avec le code PURGOFIABLE, vous avez un rabais et je reçois probablement l'équivalent, je pense. Qui d'autre, je veux pas l'oublier. Bonhomme à lunettes. Bonhomme à lunettes, c'est un organisme, une business en soi, mais qui soutient énormément d'organismes parce qu'eux, ils ont des lunettes à prix très abordable pour tout le monde parce qu'ils considèrent que c'est pas un accessoire de luxe, mais bien un besoin essentiel pour bien des gens. Donc, ils ont des points de service dans plein d'organismes de chaque région pour vous recevoir, faire choisir des lunettes du moment que vous avez votre prescription et les lunettes sont extrêmement abordables. Eux m'ont donné mes lunettes qui valent à peu près 1 100 $ en général. Chez eux, ça aurait été 460. En plus, ils me les ont donné. Et cette année, on va avoir donné au total, à la fin de l'année, 5 paires de lunettes complètement gratuites, verres et montures à la communauté qui me suit, qui vont participer à cette offre-là. Donc, c'est tous des entreprises ou des gens qui m'offrent
de contribuer à leur façon, gratuitement, qui fait en sorte que tout ça existe. Puis l'argent, elle sert juste, moi, présentement, à subsister. Puis éventuellement, elle va être réinjectée pour augmenter le rayonnement puis l'impact. J'ai entendu dire que tu mijotais quelque chose avec Éric Simoneau. que tu as reçu récemment. Que j'ai reçu dans l'épisode 34. Donc, Éric Simoneau, une job pour un don, à l'organisme de votre choix. Est-ce que c'est un projet encore secret ou tu peux nous en parler un petit peu? En fait, c'est simplement qu'Éric et moi, par la même personne qui nous a mis en contact, c'est lui qui nous a mis en contact, toi et moi, je crois, mais par Andréane, que je l'ai connu, on a connecté sur nos valeurs, notre côté un peu gamin qui veut s'amuser, gagner sa vie en s'amusant, tout ça. Mais on a aussi des grandes disparités comme lui, c'est un jeune semi-retraité. Il n'a pas besoin d'argent pour vivre, donc il redonne tout. Moi, je suis quelqu'un qui demande à survivre en aidant les autres gratuitement, mais j'ai pas de sous devant moi tant que ça, tu sais. Fait que, puis lui, il vient d'un milieu très corporatif, il a fait des gros salaires. Moi, j'ai toujours été sous le seuil de genre la modestie ou pas la pauvreté, là, je veux pas exagérer, mais très, très neutre, tout ça dans mes finances. Fait que on trouve que nos parcours, nos visions, nos histoires peuvent intéresser l'aspect philanthropique, audacieux, philanthropie autrement. Ça peut intéresser les gens, les médias, ça peut inspirer les gens à prendre action ou à se développer peut-être un nouvel angle à leur vie, à leur façon de voir les choses. Donc, on a décidé de faire front commun. Donc, ça reste une job pour un don à l'organisme de votre choix. Ça reste le gars fiable. J'aime mieux mon branding. Je fais des blagues. Éric, il sait. Il dit lui-même que c'est un peu long. Mais ça reste tout ça. On est deux identités, tout ça. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on va faire front commun pour peut-être justement être ensemble en podcast, être ensemble en entrevue à la télé, radio, tout ça, pour montrer aux gens que dans un éventail de personnes plus ou moins qui a fait de l'école plus ou moins longtemps, parce que tu sais, moi j'ai arrêté secondaire 5, DEP, AEC, j'ai pas plus que ça. Éric, lui, bon, on le fait, il a fait les études qu'il a faites pour avoir des grands postes. Ben, entre les deux, on a chacun trouvé notre moyen de s'épanouir, de s'amuser, puis de redonner qu'est-ce qu'on pouvait redonner pendant qu'on est ici, sur cette terre, à la communauté, au monde, d'une façon un peu égoïste quand même. Mais le mot égoïste, il faut le dire dans le sens que moi, je l'ai appris dernièrement. Si t'es dans un avion, puis que les masques tombent du plafond, avant de sauver ta famille puis tes enfants, tu mets ton propre masque. Mais moi, c'est ça. Moi, je veux sauver le monde, mais il faut que je mette mon masque. Donc, c'est pour ça le soutien, la contribution. Mais l'idée, c'est ça. C'est de vouloir aider les gens tout en s'amusant, de façon un peu égoïste. Fait que c'est ça qui arrive, c'est qu'on est en train, où les gens auront vu déjà qu'on va faire front commun d'une façon inusitée, d'une façon à capter l'attention, d'une façon à se démarquer un peu du lot pour faire parler de nos initiatives respectives puis de nos valeurs, etc. Écoute, j'ai une dernière question pour toi, Pietro. Quel est le slogan ou l'adage qui définit le mieux ton identité et tes valeurs? On connaît tous celui de Spider-Man. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Le tien, ce serait quoi? Mais j'en ai créé un sans m'inspirer des autres. J'ai su par après qu'il y en avait des similaires, mais lui que moi j'ai créé, qui me colle à la peau, c'est contribuer au mieux-être des autres. C'est le summum pour se faire du bien à soi-même. Donc, c'est celle que j'ai créée, c'est celle qui est montée, c'est celle qui me ressemble le plus. Mais j'ai évidemment été inspiré par, Gandhi, soit le changement que tu veux voir, des choses comme ça. Ou dernièrement, quand je doutais, Steve Jobs dit « Seuls les gens assez fous pour croire qu'ils peuvent changer le monde le font ». Donc, je suis vraiment dans cette folie-là en ce moment. Et mais la mienne, c'est ça. Contribuer au mieux-être des autres, c'est le summum pour se faire du bien à soi-même. Bon, écoute, c'est ce qu'on va retenir aujourd'hui. Comment fait-on pour te suivre et te soutenir? Encore là, côté branding, je suis fier de moi. C'est Le Gars Fiable à travers toutes les plateformes. Donc, commercial Le Gars Fiable / Le Gars Fiable, mais principalement, le point de départ, si vous voulez tout trouver, c'est legaffiable.com. Donc, à partir de là, on peut trouver mes autres réseaux sociaux ou les gens qui sont familiers avec Linktree /Le Gars Fiable. Mais sinon, c'est commercial Le Gars Fiable partout, je suis là. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. J'ai même un Patreon, j'ai même un Amazon Store pour les gadgets que j'utilise des fois qui peuvent simplifier la vie des gens. Je les mets en évidence. Tu fais de l'affiliation. Ouais, je fais de l'affiliation. Les gens peuvent aller acheter des trucs via ma boutique puis ça me donne des sous, etc. Donc, il y a différentes façons de soutenir, mais Linktree, legaffiable.com puis tous les réseaux sociaux, je suis pas mal là. Bon, je mettrai tous les liens dans la description. Génial, merci. Merci beaucoup, Pietro. Merci à toi, Charlène. Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission? Dites-le moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à charlène@philanthropio.com.
À bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits.